Lire aujourd'hui. C'est deux textes, deux débuts de textes de deux acteurs importants de la scène politique, mais pas politique en arrière-plan, on va dire. Ah. Donc Emmanuel Todd et Henri Guénaud. Donc je suis tombé sur une vidéo où donc cette vidéo-là, où ils se font face à face entre guillemets, parce que c'est plutôt très courtois et donc Henri Guénaud et Emmanuel Todd qui discutent de la guerre en Ukraine et c'est plutôt de ses implications géopolitiques mondiales. Voilà, et donc, tous les deux expliquent qu'ils ont fait une tribune dans le Figaro. Donc j'ai les tribunes, mais les tribunes, je ne les ai pas entièrement parce que je ne suis pas abonné au Figaro. Oh. Mais on va pouvoir lire un peu le début de leur tribune parce qu'ils donnent à manger comme ça là quand c'est pas gratuit. Bon, en même temps c'est normal, hein, ils travaillent. Hein. On va pouvoir lire le début et on écoutera un peu le début de. On écoutera la vidéo un petit peu parce que c'est intéressant ce qu'ils disent, très intéressant. Je crois que c'est un peu la même chose de toute façon, c'est pour ça. Les entretiens, en fait, je les lance pour que les gens écoutent aussi cette vidéo-là c'est vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Très, 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 très intéressant. Vision un peu différente de d'habitude. Donc, l'article, voilà, Henri Guénaud, d'abord, ensuite Emmanuel Todd. Et ce n'est que le début de l'émission, quoi. Enfin, c'est que le début, pardon, de l'article à chaque fois, et ensuite un peu une vidéo. Donc, Henri Guénaud. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Voilà, c'est la tribune. Bon, par contre, elle est un peu ancienne maintenant. Elle est du 12-05-2022, donc en mai dernier. Donc apparemment ça avait fait un peu un choc parce il essayait de remettre un peu les choses à plat. En fait, en gros, il devait dire un peu mieux ce que Zemmour essayait de dire. Et maintenant, avec un petit peu de recul. Et il parle notamment des chars envoyés en Allemagne, là, surtout Emmanuel Todd. Des chars allemands envoyés potentiellement en Ukraine et que ça serait très très grave historiquement. Donc voilà. Donc ça c'est le 12-05-2022, celui de Henri Guénaud, et celui de Emmanuel Todd par contre c'est beaucoup plus récent, c'est le 12-01-2023. J'ai vu encore une autre vidéo hier soir où il expliquait pas mal de choses intéressantes. Donc Henri Guénaud, c'est parti. Henri Guénaud, nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Donc ça c'est celui de mai dernier. Et par contre comme j'ai bien précisé, je n'aurai pas l'entièreté de l'article. Alors tribune, tribune. Dans un texte de haute tenue, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République française, pourquoi on ne dit pas française, relève des analogies entre la situation internationale née de la guerre en Ukraine et l'état de l'Europe en juillet 1914. Donc c'est très inquiétant. Sans renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé, et tout en distinguant le bellicisme de Moscou et le discours désormais martial de Washington, il s'alarme de durcissement des positions en présence qui ne laisse aucune place à une initiative diplomatique et à une désescalade. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. J'emprunte cette image au titre du livre de l'historien australien Christopher Clark sur les causes de la Première Guerre mondiale. Les somnambules. Été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre. Ah, ça doit être intéressant comme livre ça. Le déclenchement de la guerre de 14-18, écrit-il, n'est pas un roman d'Agatha Christie. Il n'y a pas d'arme du crime dans cette histoire, ou plutôt il y en a une pour chaque personnage principal. Vu sous cet angle, le déclenchement de la guerre n'a pas été un crime, mais une tragédie. Ah oui, surtout avec les Européens, comment ils se sont entretués, ça c'est clair que c'est une tragédie. En 1914, aucun dirigeant européen n'était dément, aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts. Mais tous ensemble, ils l'ont déclenchée. Et au moment du traité de Versailles, aucun ne voulait une autre guerre mondiale qui ferait 60 millions de morts, mais tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire. Oui, c'est ça son propos, quoi. Dès le 7 septembre 1914, après seulement un mois de guerre, le chef du grand état-major allemand qui avait tant plaidé pour que l'Allemagne attaquât avant d'être attaqué écrivait « J'ai l'impression que je suis responsable de toutes ces horreurs et pourtant je ne pouvais agir autrement, tout était dit sur l'engrenage qui mène à la guerre. » Voilà, en gros c'est ça son propos, c'est le fait qu'on se dirige droit vers la guerre comme des somnambules, quoi. C'est que, que les dirigeants en fait ne voulaient pas et que là, il y a des choses qui se passent potentiellement qui peuvent mener à, à la guerre. Il explique par exemple bien que Roosevelt n'avait pas pour but
à la base d'envoyer des bombes Hiroshima sur les Japonais, mais que ça a mené quand même jusque-là en guerre de 40-45. Alors que ce n'étaient pas des tyrans. Enfin, après, je sais pas, hein. C'est des supputations, mais je pense qu'il a raison quand même. Les Américains ne voulaient pas, à la base, quand ils sont rentrés en guerre, ils s'imaginaient pas envoyer une bombe nucléaire pour tuer 200 000 Japonais. Donc celui d'Emmanuel Todd est comme ça. On va écouter un peu la vidéo, enfin l'entretien entre deux, quoi. Comme ça permettra un peu de compléter, parce que c'est vrai que là, il manque quand même des gros morceaux de... Ça me frustre aussi, il faudrait que je m'abonne. Mais bon, si un jour la chaîne marche bien, je m'abonnerai à des dizaines de journaux. Enfin, pas forcément si ça marche bien, mais ça commence un peu à monter, quoi. Emmanuel Todd, donc le début de la tribune d'Emmanuel Todd, la Troisième Guerre mondiale a commencé. Donc lui, c'était le 12 janvier. Là, on n'en a vraiment pas beaucoup, hein. Ça va être assez frustrant. Alors, grand entretien, au-delà de l'affrontement militaire entre la Russie et l'Ukraine, l'anthropologue insiste sur la dimension idéologique et culturelle de cette guerre, et sur l'opposition entre l'Occident libéral et le reste du monde, acquis à une vision conservatrice et autoritaire. Les plus isolés ne sont pas, selon lui, ce qu'on croit. Ah oui, parce que... Alors, est-ce qu'il va expliquer? Parce qu'il explique que, en gros, tu as 75% du monde qui pense plus comme la Russie, donc pas par rapport au fait d'agresser l'Ukraine, mais par rapport à la civilisation. Voilà. Et que nous, on est tout petits maintenant, l'Europe et les USA. Emmanuel Todd est anthropologue, historien, essayiste, prospectiviste, auteur de nombreux ouvrages, plusieurs d'entre eux comme La chute finale, l'illusion économique ou Après l'Empire sont devenus des classiques des sciences sociales. Ah bah déjà, son dernier ouvrage, La Troisième Guerre mondiale a commencé, est paru en 2022 au Japon et s'est écoulé à 100 000 exemplaires. Penseur scandaleux pour les uns, intellectuel visionnaire pour les autres, rebelle, destroy selon ses propres termes, Emmanuel Todd ne laisse pas indifférent. L'auteur de La chute finale qui présidait dès 1976 l'effondrement de l'Union soviétique. Ah ouais, il prédisait ça, ok. Était resté discret en France sur la question de la guerre en Ukraine. Mais il y a quel âge le gars? L'anthropologue réservait jusqu'ici la plupart de ses interventions sur le sujet au public japonais, publiant même dans l'Archipel un essai au titre provocateur à la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Pour le Figaro, il détaille sa thèse iconoclaste et il rappelle que si l'Ukraine résiste militairement, on a rien. Donc ça, j'ai plus la suite. C'est pour ça que j'ai lu, que j'ai commencé à lire, c'est pour pas pouvoir finir la suite. Mais c'est pas grave, on va écouter. Donc comme je disais, ces deux entretiens ont l'air stylés. Bon, j'aurais bien aimé les avoir entiers. C'est dommage. C'est de tribune, mais on va quand même écouter le début de un petit morceau de la vidéo là. Et potentiellement le début d'une autre. Allez. Y compris, pas seulement, je parle pas d'Hitler qui lui avait l'intention de commettre ces crimes, mais je parle des alliés. C'est-à-dire quand pendant Alors, je vais... juste une façon d'illustrer ce phénomène qui n'est pas un phénomène propre à 1914, mais qui est particulier. Je suis désolé, j'ai perdu aussi, comme j'avais perdu tout mon truc d'internet ce matin, Appelons j'ai ça perdu le escalade, début engrenage. de quand je voulais mettre. La guerre, c'est Voilà. toujours une montée aux extrêmes. La guerre, On va écouter un peu ça c'est ce un matin. phénomène très particulier où chacun peut être amené à faire ce qu'il croyait ne jamais faire de sa vie. Voilà, donc il va illustrer ça, ce qu'il dit. Alors, appelons ça escalade, engrenage. Et nous en avons d'ailleurs donné l'exemple. Alors, j'avais beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale pour ce qui était de l'engrenage qui menait à la guerre. Ce n'était pas de l'analogie comme on dit les imbéciles, c'était juste une façon d'illustrer ce phénomène qui n'est pas un phénomène propre à 1914, mais qui est particulièrement presque à l'état chimiquement pur dans cette période-là. C'est-à-dire un moment où, en fait, personne ne veut vraiment ce qui va se passer, et par enchaînement psychologique où chacun prête à l'autre ses propres angoisses et ses propres ambitions, on finit par arriver à quelque chose, encore une fois, que personne n'avait vraiment voulu. Voilà, et tout le monde préparait la guerre sans la vouloir, et puis elle finit par arriver. Mais j'avais aussi beaucoup fait référence à la Seconde Guerre mondiale pour une raison simple, c'est qu'elle nous montre combien des gens qui n'avaient pas l'intention de commettre de grands crimes en ont commis. Ça, c'est pas mal quand même comme vision. Quand j'ai écouté, ça m'a vraiment intrigué et percuté en termes de réflexion. Ce qu'il dit là. Bon.
il parle pas mal du mensonge des médias par rapport à Poutine sur son état mental et tout ça, sur leur côté, le côté des Russes qui est beaucoup plus pragmatique que ce qui peut être présenté dans les médias. Enfin, en tout cas de la Russie de manière générale, ce que Poutine aussi avec, mais en tout cas qu'il est pas fou, il sait ce qu'il fait. Et donc voilà que on sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Donc c'est vrai que cette vision-là est Y vraiment très compris, parce que intéressante. je parle pas d'Hitler qui lui avait l'intention de commettre ces crimes, Mm. mais je parle des Alliés. Voilà. C'est-à-dire quand pendant une semaine les Alliés décident de bombarder Hambourg, qui font au moins 40 000 morts civils, ils bombardent pas des installations militaires, ils bombardent des civils. Et qu'on entre ainsi dans un cycle, dans un moment de la guerre où on va bombarder sans arrêt les villes allemandes pour casser le moral des populations et pour essayer de les retourner contre le régime. Qu'on en arrive au bombardement de Dresde, où en une nuit, on tue entre 40 000 et peut-être 80 000 personnes brûlées vives. C'est Churchill et Roosevelt. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens qui n'auraient jamais pensé faire ça de leur vie. Eh bien, ils le font. Voilà, donc c'est quand même assez. Ça porte à réflexion quand même, hein, qu'il dise ça, il a quand même pas tort. Quand Truman a balancé 2 bombes nucléaires, parce que la première n'a pas suffi, sur 2 villes japonaises, Truman n'aurait jamais pensé un jour commettre un tel acte. Et l'engrenage de la guerre il conduit à ça. C'est un peu comme une tragédie grecque. Une fois qu'on a écrit le début, ben on va à la fin de façon inexorable, inéluctable. Voilà. Et ne pas voir ça me paraissait une faute majeure. Voilà. Et un an après, j'espère que l'histoire ne me donnera pas raison jusqu'au bout, mais un an après, nous assistons à une escalade permanente. Donc là, ils font référence, enfin, il y a l'escalade permanente, et donc nous, on est bien dans l'œil du cyclone par rapport à ça, puisqu'il y a toute la problématique d'envoi des chars qui a été demandée, puisque apparemment l'Ukraine est quand même pas mal en difficulté en termes d'armement. Et donc Zelensky apparemment a demandé des chars là, et en gros, les chars viendraient principalement de quel pays? C'est les États-Unis, l'Allemagne et la France. Et en gros, les États-Unis n'ont pas dit non complètement, mais je suis pas sûr là de pas dire une bêtise parce que je crois qu'ils ont dit un peu non. J'en avais parlé dans une émission précédente. Mais je crois qu'ils ont envoyé que quelques chars, donc en gros, ils auraient besoin de je sais pas combien de chars, les Ukrainiens, au moins 700, un truc comme ça, 600 à 700. C'est beaucoup, hein, a priori. Puisqu'à un moment, là, dans l'émission, il parle d'un bataillon que doit fournir une des armées qui fait partie de l'OTAN. Quand par exemple un pays est attaqué, c'est 200 chars. Et nous, en France, on a 230 chars, un truc comme ça. Et donc, c'est un peu le moment fatidique là où on sait pas trop ce qu'on fait. Il y a les Allemands, vous allez voir, qui ont été un peu titillés, mais qui résistent pour l'instant. C'est un des articles sur lequel je suis tombé. Ils veulent pas parce que, en plus, c'est surtout que il y aurait un problème au niveau de l'histoire. Parce que si des chars allemands allaient en Ukraine, ça va rappeler trop de mauvais souvenirs, et notamment aux Russes. Donc ça pourrait Il faut déclencher un quand même engrenage très fort, et c'est ce que Emmanuel Todd essaie d'alarmer. être, je Sur ce, rejoins assez ce que dit Emmanuel, mais nous faisons la guerre. Voilà, on peut se dire juridiquement, on n'est pas co-belligérants, faisons la guerre. Nous donnons aux uns les moyens de tuer les autres, de plus en plus. Prenons des sanctions économiques. Faisons la guerre. Voilà, je sais pas jusqu'où ça ira. J'observe simplement que au fur et à mesure de l'avancée des événements, du déroulé des batailles, etc., la surenchère continue. C'est-à-dire au début, personne n'imaginait que l'Ukraine rendrait un jour le Donbass, que l'Ukraine reprendrait le Donbass et la Crimée. Et maintenant, on en est, le Donbass apparaît à qui qu'il faut qu'il récupère le Donbass, et on en est à la question de la Crimée. Encore une fois, j'espère que l'histoire me donnera tort, mais je pense que si la Crimée devait être envahie par l'Ukraine, s'il y avait un risque réel pour la Russie de perdre la Crimée, nous entrerions dans un autre monde, dans un autre moment de l'histoire. Et que nous sommes quand même dans une situation,
inédite par rapport à toutes les guerres totales que nous avons connues, c'est que nous vivons cette situation sur fond d'arsenaux nucléaires gigantesques. Ce sont les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, les deux plus énormes arsenaux nucléaires de la planète, avec lesquels on peut effectivement transformer la guerre mondiale que décrit Emmanuel en guerre totale nucléaire mondiale. Voilà, bon, ça fait un peu peur, mais bon, c'est bien de savoir, hein. Donc je vais mettre le début de... Donc là, c'est un peu Cette son semaine. traité dans la tribune, a priori, et donc il développe encore un peu plus Henri Guénaud, donc ça correspond à sa tribune. Ça, de toute façon, il y aura les liens dans la description de la vidéo pour aller voir ces deux vidéos qui, en gros, les deux vidéos traduisent les deux tribunes des deux messieurs. Donc là, on va écouter un peu Emmanuel Todd. Je crois que dès le départ, il expose... Comme j'ai perdu mes timecodes, je suis désolé, j'espère que c'est là. Il expose en fait tout cet aspect de l'Allemagne et qu'il ne faut pas la pousser. Et il dit, alors qu'il n'est pas du tout pro-allemand d'habitude, qu'il faudrait que les Français aident les Allemands. C'est Emmanuel Professeur Charlie et le président politique, fameux couple français. Parler de façon un petit peu la relation 3. Bon, l'anniversaire de ce fameux traité de l'Élysée, Voilà. qui a 60 ans, signé par, bien sûr, le général de Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963. Je crois qu'on peut essayer de soutenir l'Allemagne dans un problème qu'elle a et qu'on ne voit pas d'ici. Pour moi, l'important, c'est la relation entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc je vais parler d'une façon un petit peu inhabituelle de ce qui se passe en Ukraine, ou de ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, mais je vais parler comme les géopoliticiens américains, en fait. C'est-à-dire que tous les gens pensent, et ils ont raison de penser, qu'il s'agit d'une invasion de l'Ukraine, que le peuple ukrainien souffre, etc. Mais du point de vue de la géopolitique mondiale, l'installation des Américains en Ukraine pour réorganiser l'armée ukrainienne, pour envenimer les rapports entre les Ukrainiens et les Russes, Antérieur à l'invasion. Antérieur à l'invasion, C'est votre à partir thèse. de 2014, correspond à un objectif stratégique qui ne prend pas vraiment la Russie pour cible. L'obsession de Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, ce livre qui date de 1996 ou 1997. Conseiller diplomatique de Carter, bien sûr, hein, Voilà, et grand esprit un de grand, la géopolitique. Grand géopolitique, dont mon livre, Après l'Empire, est une sorte de pastiche retournée, en fait, de son livre. Son obsession, après la fin de la guerre froide, c'était d'empêcher que l'Amérique, ne servant plus à rien, soit repoussée d'Eurasie. L'Empire américain, c'est le contrôle de l'Allemagne, le contrôle du Japon, pays conquis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'obsession des Américains, c'était d'empêcher le rapprochement entre les Allemands et les Russes. C'était d'empêcher ce rapprochement. Et dans les années qui ont suivi la crise financière, 2008, ce qu'on a observé, c'est deux choses. C'est d'abord une montée en puissance économique de l'Allemagne incroyable en Europe, qui a marginalisé la France et tous les autres. Et puis ce rapprochement, donc une Europe qui devient une Europe dirigée par l'Allemagne, et puis une Allemagne qui se rapproche de la Russie avec ce projet d'accord gazier. C'est Schröder d'abord et Merkel ensuite. Voilà. Hein. Donc là, les Allemands, eux, je pense que les Allemands sont au fond un peu naïfs dans toute cette histoire. Ils se pensaient installés confortablement dans une protection américaine et un accord économique avec les Russes. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a cette guerre qui envenime tous les rapports de l'Europe avec la Russie, donc ceux de l'Allemagne, avec l'escalade qu'on connaît et qui aboutit à cet événement assez curieux, ou pas du tout curieux d'ailleurs, qui est l'explosion des gazoducs, le sabotage des gazoducs de Nord Stream, qui évidemment a été faite par les Américains avec la collaboration des Britanniques et des Polonais. Ça, il le dit, mais c'est pas officiel dans les médias. Hein. On ne peut pas en parler. Mais les Allemands... C'est pas du tout la thèse officielle, oui, effectivement. mais si vous voulez, c'est comme dans les trucs de Sherlock. C'est pas la thèse officielle. C'est étonnant. Du tout la thèse officielle, oui, effectivement. mais si vous voulez, c'est comme dans les trucs de
de Sherlock Holmes. C'est-à-dire, si aucune solution n'est possible, la plus improbable, s'il y en a une, est la vérité. Et donc, il n'y a pas d'autre explication possible. Et je dirais que du point de vue des Américains, qui, toutes les années précédentes, ont laissé paraître une obsession de Nord Stream, c'est tout à fait logique, raisonnable. C'est la guerre. Bon, ils ont coupé l'Allemagne de ses Trump avait bloqué d'ailleurs Nord Stream 2. Hein. Comment ? Trump avait bloqué Nord Non, mais Stream ils se 2. battaient pour ça. C'était leur obsession. Donc, à ce stade de la guerre, c'était un grand succès. Je dirais que maintenant, alors, ça a mis les Allemands dans une situation de dissonance. Je veux dire, se rendre compte que leur protecteur était leur ennemi, c'est ça la réalité. Hein, que Bah, le résultat, c'est vrai qu'après l'interprétation, c'est les 100 milliards annoncés par Scholz pour réarmer l'Allemagne. Et maintenant, la France aussi qui fait la même chose. Donc, bon. leur protecteur était leur ennemi, sans que leur rapport, d'ailleurs, avec les Russes soit pas particulièrement satisfaisant. C'était des rapports économiques. C'est quand même, ça les a mis dans une situation très difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé, on perçoit toujours les Allemands comme en situation de solidarité occidentale, de participation, de déclaration pro-OTAN, etc., mais freinant des quatre fers chaque fois. On le voit avec l'exportation des fameux chars Léopard. Oui, mais là, Voilà. et là, j'ai le longtemps moment. réfléchi à une explication, parce que les gens, quand on lit les rapports, pas quand on regarde les médias aux États-Unis, en Angleterre ou en France, ceux qui me sont accessibles, je veux dire, il est évident que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. On ne sait pas si les Russes peuvent la gagner, mais ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine ne peut pas. Donc, un peu plus de matériel militaire, ça n'est pas la question. Ça n'est pas quelques chars qui feront la différence. Donc, je pense que la pression incroyable qui s'exerce, il faut lire la presse anglaise ou américaine sur cette histoire de chars. C'est une obsession aussi, comme Nord Stream. Oui. Il faut trouver un sens à ça. Et je vous propose, en direct, si on peut dire une hypothèse, c'est que il faut avoir une certaine conscience de l'histoire. Là où se passe cette guerre, c'est les plaines d'Ukraine, c'est les endroits où des chars qui s'appelaient Panthère, Tigre ont affronté l'armée russe, enfin l'armée rouge à l'époque, l'armée soviétique. Donc, et mon sentiment, c'est que si les Allemands laissent partir des chars Léopard, que ce soit les leurs ou ceux qu'ils ont vendus à la Finlande, etc. à la Pologne, etc., et que les Russes, qui jusqu'ici ont été dans leur rapport avec l'Allemagne d'une très grande retenue, les Russes sont très brutaux et très rationnels. Nous, on est dans l'émotivité. On est dans l'émotivité, c'est horrible, c'est affreux, il faut... C'est horrible, c'est affreux. Ils se moquent de tout. toujours plus de guerre, la etc. référence. Mais les Russes sont dans un calcul rationnel. Et je pense qu'il y a une possibilité, et je crois que c'est ce que cherchent les Américains, si les Allemands livrent ou laissent partir des léopards, il y a une petite chance pour que les Russes sombrent dans l'émotivité. Et après ça, alors là, ils seront tranquilles. La Russie et l'Allemagne seront brouillés pour l'éternité. Brouillé pour l'éternité. Un Russe qui devient émotif, c'est pas pourquoi ça fait peur. Ça fait très très peur. Et donc je pense qu'il y a un calcul de ce type. Vous voulez dire la guerre ? La guerre entre la Russie et l'Allemagne ? Non, une guerre explicite ? Pas la guerre. De toute façon, l'Allemagne n'a plus beaucoup d'armées, les Allemands ne sont pas du tout bellicistes, mais l'hypothèse d'une réconciliation, d'une négociation sur toute cette crise entre l'Allemagne et la Russie, qui est l'une des voies de sortie de la guerre, devient exclue. Donc, pour en revenir à la France, je crois que le devoir des Français, je n'ai pas la réputation d'être particulièrement pro-allemand. Hein. Non. Je pense qu'on m'accuse souvent même du contraire. Mais dans les cas de crise diplomatique et dans le cas où il est question de guerre et de paix, il faut mettre tous les sentiments de côté et seul le sentiment de paix et d'humanité doit subsister. Et je pense que là, une attitude intelligente des Français, ça serait de comprendre la situation affreuse dans laquelle se trouvent les Allemands, c'est-à-dire que leur protecteur est en train de pousser à la faute. Donc on devrait être solidaire. Et de ce point de vue-là, le président Macron, qui était, ça aussi ça me gêne de le dire, ça n'est pas du tout mon habitude, plutôt raisonnable et modéré dans cette histoire, dans son souci de maintenir le dialogue. Lorsqu'il a dit que la France allait lancer ou donner des blindés légers à l'Ukraine, a commis une erreur considérable.
parce que c'est ce qui a ouvert la voie aux Anglais proposant des Challengers, des chars lourds, et ce qui a permis de commencer cette pression sur l'Allemagne. Mais là, les Français, il faut un minimum de... Je sais que la conscience historique n'est pas ce qui est caractéristique de notre époque, mais il faut quand même, là, revenir un peu à la symbolique de tout ça, à quelques souvenirs. Je ne vois pas... J'adore ce passage parce que j'écoutais là et je trouvais que c'était particulièrement stylé parce que le mec, il est en panique, on voit, parce qu'il voit l'histoire avancer et l'histoire venir nous écraser comme Henri Guénaud, hein, parce qu'on voit qu'ils sont prudents tout en étant en panique parce qu'ils disent, ils prennent sur eux et, euh, et en fait là ils se sentent obligés de dire non mais vous savez l'histoire c'est important de regarder quand même l'histoire pour réfléchir, pour pouvoir agir surtout du point de vue de nos dirigeants, pas de travailler, pas d'agir dans l'émotion. Et on voit qu'il est en panique, qu'il sent que ça va pas bien du tout. Et que, s'il vous plaît, vous pouvez pas regarder un peu l'histoire, si vous voulez. C'est énorme, je trouve que ça démontre tellement notre époque en Occident, là, où c'est n'importe quoi, parce que oui, on voit l'histoire toujours de manière anachronique, et toutes les décisions politiques et la réelle politique n'existent plus du tout en Occident. Enfin, ils essaient encore, mais c'est jamais mis sur la place publique, la réelle politique, parce que sinon ça serait trop dur pour les petits peuples à mort, les petits peuples aux cheveux bleus. En tant qu'historien, non pas du tout comme Excellent. on l'écrit quelque part, comme agent du Kremlin. On vous dit Poutine. pro-russe, etc. Oui, c'est ça. Oui. Je vois que ma fiche Wikipédia a déjà été piratée et remplie d'insultes de ce type, etc. Mais Vous n'êtes pas pro-russe. C'est pas comme ça que vous vous définissez. Non, moi, je me bats, en fait, pour qu'on puisse continuer à réfléchir. Pour la France. C'est-à-dire, je suis un peu effaré. Je me suis tu quand même pendant 9 mois hein, sur ces questions, parce que je vois bien que les gens sont émus, parce que la guerre c'est affreux, parce que ça se passe en Europe. C'est pour ça que j'ai publié ce livre, qui est un recueil d'interviews au Japon, parce que les Japonais n'ont rien à apprendre des Français pour les sentiments anti-russes. Hein. Vraiment, ils sont tout à fait... Mais là-bas, je suis considéré comme un type raisonnable, c'est loin du champ de bataille et on peut parler. Donc, protégé par l'empire du soleil levant, maintenant, j'ose m'exprimer. Mais nous, on est en Europe, on devrait connaître notre histoire. Et que les Américains se fassent joujou avec les Européens, je veux dire, qui détruisent nos économies, oui, pourquoi pas, c'est de bonne guerre, si on peut dire, mais que nous-mêmes perdions, ne soyons pas capables de retrouver un minimum de sens historique qui nous permette de comprendre ce que signifient des blindés allemands dans les plaines ukrainiennes, si peu de temps finalement, pour un historien de la longue durée, après la Deuxième Guerre mondiale, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est de l'histoire, de la morale ou un sens quasi religieux, mais l'idée que l'urgence pour nous, Européens, c'est de relancer l'Allemagne dans un affrontement direct avec la Russie, ça me paraît complètement irresponsable. Donc je crois qu'il Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Je mettrai les 2 liens de vidéo parce que c'est vraiment passionnant. Il souligne aussi, je sais pas si, parce que j'ai raté un petit passage peut-être, mais il souligne aussi le fait que bon voilà, il faut s'informer, il faut réfléchir de manière posée et surtout quand on voit que au départ de la guerre, les 2 choses qui étaient dites et martelées, c'est que l'armée russe, c'était quoi? C'était que l'armée russe allait écraser l'Ukraine et l'Ukraine n'a pas du tout perdu rapidement. Donc l'histoire qui est racontée par les médias classiques en fait a faux et de l'autre côté c'était quoi putain c'est que la Russie avait une armée de merde je crois et ah oui non c'est ça que économiquement on allait détruire la Russie en faisant les sanctions et tout ça que Swift si on le coupait ça allait plus marcher donc le système bancaire la Russie allait s'effondrer et pas du tout donc voilà les deux grandes histoires qu'on racontait en fait se sont complètement effondrées, le grand récit qu'on racontait, et c'est vraiment l'inverse qui s'est passé. Donc déjà rien que sur ça, il faudrait que les médias européens soient un peu plus humbles. Donc voilà. Et donc hier, il y a une news qui est sortie qui montre que voilà l'Allemagne résiste entre guillemets par rapport à
demande d'envoyer des chars russes par rapport à ce qu'il disait là. Il termine en disant que ça serait très très grave si la Russie envoyait l'Allemagne envoyait des chars en Ukraine. Et donc Scholz, qu'est-ce qu'il dit dans Valeurs? Refusant une guerre d'enchères constante, Olaf Scholz assure que Berlin n'enverra pas d'avions de combat en Ukraine. Attends, c'est quand ça? Ouais, c'est le 30 janvier. Donc c'est des avions de combat? Je croyais que c'était des chars qui étaient demandés. Mm. Le chancelier allemand ne souhaite pas envoyer des avions de combat à l'armée ukrainienne car il estime que l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie et qu'une telle décision ne fera que contribuer à une escalade du conflit. Une position claire et nette. Dans un entretien accordé au journal Der Tagesspiegel et relayé par BFM TV ce lundi 30 janvier, Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, a tenu à éclaircir certains points sur la guerre en Ukraine. En effet, le chancelier allemand a assuré que l'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat aux soldats ukrainiens pour combattre l'armée russe. La question des avions de combat ne se pose même pas. Je ne peux que conseiller d'entrer dans une guerre d'enchères constante quand il s'agit de systèmes d'armes, a-t-il déclaré. Je ne peux que déconseiller, pardon, excusez-moi. Cela n'est pas sérieux. Olaf. Ah, ça, c'est sûr que c'est allemand, ça. Enfin, je crois. Olaf Scholz a donc fermé une porte en évoquant sa crainte d'une escalade du conflit. Quelques jours avant, l'Allemagne avait assuré son intention de livrer des chars de combat à Kiev, notamment des Léopard 2. Le pays était mis sous pression depuis plusieurs semaines, voyant ses voisins européens fournir des armes et chars à l'Ukraine, comme la France et le Royaume-Uni. Donc c'est exactement ce que disait Emmanuel Todd, que c'est une erreur. La réclamation de Volodymyr Zelensky d'obtenir des avions de combat pour mener des opérations coordonnées au sol et dans les airs ne recevra donc pas de réponse favorable de la part du chancelier allemand. Si dès qu'une décision est prise, un nouveau débat débute en Allemagne. Cela n'est pas sérieux et sape la confiance des citoyens dans les déclarations du gouvernement, a insisté Olaf Scholz sur le sujet. Ce dernier a également tenu à rappeler qu'il n'y avait pas de guerre entre l'OTAN et la Russie, pour justifier sa position sur l'envoi d'avions de combat en Ukraine pour combattre l'armée russe. Et là, on va dire oui, mais la Pologne, si on l'avait aidé, si on l'avait pas abandonné, je sais pas. En tout cas, voilà. N'oubliez pas de vous informer, de partager cette vidéo, d'aller écouter les deux vidéos, si vous avez le temps, bien sûr, de Emmanuel Todd et de Henri Guénaud, qui expliquent bien toutes ces choses-là, qui détaillent plus les deux rubriques, les deux tribunes que je n'avais pas pu lire entièrement. En tout cas, ça sent un peu le rouchiche. Voilà. Mettez-moi un petit commentaire par rapport à ça, ce que vous savez, en essayant de rester toujours courtois.